Une bagarre lors d'une soirée. 2 coups de couteau. 17 ans de silence. Une histoire où la jalousie a tourné au drame et où la justice n'est arrivée que 2 décennies plus tard. Il y a des erreurs que l'on paie jusqu'à la fin de ses jours. La jeunesse est une période fragile, l'expérience est encore limitée et il est presque impossible de prévoir les conséquences de ses propres décisions. Parfois, un seul faux pas peut coûter la vie. Une seule soirée, une seule décision d'aller là où il ne fallait pas. Le 29 octobre 1984, à Fort Wayne, dans l'Indiana, Stacy DeCruncham voit le jour. Sa mère, Rita, élève sa fille seule. Le père n'a jamais fait partie de leur vie. En revanche, le lien qui unit la mère est incroyablement fort, de ceux qui compensent bien des manques. Élever une fille sans soutien s'avère être une tâche ardue. Rita travaille, rentre tard, mais trouve toujours du temps. Elle est toujours là. C'est précisément ce qui a forgé le caractère de Stacy. Dès son enfance, elle apprend à être autonome, confiante et déterminée. Pas du genre à attendre que quelqu'un décide pour elle. À l'école, ses qualités l'aident à obtenir de brillants résultats sportifs. Elle joue, gagne, se fait remarquer. Bien que Rita se débrouille seule, Stacy ne manque ni de chaleur ni de compagnie. La jeune fille a une immense famille, de nombreux cousins et cousines avec qui elle entretient des liens chaleureux. Les dîners de famille le dimanche, les voyages ensemble, le bruit, les rires, tout ce qui crée le sentiment d'être chez soi. Stacy est particulièrement proche de Jamie, la fille de la sœur jumelle de sa mère. Les 2 filles habitent à côté et sont presque inséparables. Elles vont l'une chez l'autre, se confient leurs secrets, font des projets. Au milieu des années 90, Stacy est élève dans une école ordinaire où elle se fait remarquer. Son dynamisme, sa passion pour le sport et une saine estime d'elle-même la rend populaire auprès de ses camarades. Elle ne se cache pas dans son coin, ne reste pas silencieuse. Elle dit ce qu'elle pense, rit fort. Elle a de nombreux projets pour l'avenir et rêve de les concrétiser au plus vite. Les amis ne manquent pas. Mais un jour, tout change. Sa mère trouve un appartement en location plus pratique et il faut déménager. La jeune fille fréquente d'abord l'école catholique Saint-Vincent. Règles strictes, uniformes, prières avant les cours. Puis, en 1999, elle déménage avec Rita dans le sud de la ville et s'inscrit dans un nouvel établissement. Le changement d'environnement ne lui pose aucun problème. Stacy se fait facilement des amis dans ce nouvel endroit. Elle a ce don. Elle fait le premier pas, engage la conversation, participe aux discussions. Elle parle à tout le monde et passe régulièrement du temps avec son groupe d'amis. Août 2002. Stacy, désormais une jeune fille de 17 ans, profite de ses vacances d'été. La dernière année de lycée l'attend, celle pour laquelle on se prépare toute sa vie. À ce moment-là, elle joue dans l'équipe de volley-ball, est populaire et a de bons résultats scolaires. Elle ressemble à la lycéenne américaine typique qui réussit, le sourire sur les photos, des projets, des espoirs. Ses projets d'avenir sont clairs, entrer à l'université et étudier l'informatique. Stacy a déjà repéré des établissements qui l'intéressent. Elle imprime des brochures, étudie les programmes, compare les conditions. Elle espère obtenir une bourse, sans laquelle les études seraient inabordables. Elle attend les résultats avec impatience et anxiété. Elle vérifie son courrier tous les jours. Mais ses pensées ne sont pas uniquement tournées vers les études. Au printemps de cette même année, Stacy rencontre un garçon, Brandon Muff. Il a 20 ans, il est sociable et a un large cercle de connaissances. Détail intéressant, son entourage compte souvent des filles plus jeunes que lui. Beaucoup plus jeunes. 16, 17 ans. Il sort avec elles de temps en temps, mais prend les relations à la légère. Peut-être est-ce dû à sa popularité, ou peut-être à une simple immaturité.
Brandon pouvait sortir avec une lycéenne pendant une semaine, puis la quitter pour passer à la suivante, sans réfléchir, sans regarder en arrière. C'est ainsi qu'il rencontre Stacy. Elle tombe amoureuse instantanément. Elle est complètement submergée par ses sentiments, de ceux qui, à 17 ans, semblent uniques et éternels. Cependant, cet amour n'est pas réciproque. À la fin du printemps, Brandon songe déjà à rompre. Son intérêt s'est éteint aussi vite qu'il s'était enflammé. Après quelques disputes, ils se séparent. Une histoire banale, douloureuse, mais ordinaire. Au début, la jeune fille essaie de se changer les idées. Elle se concentre sur la préparation de sa dernière année de lycée et trouve un petit boulot. Rien de sérieux, quelques services par semaine dans un magasin local. Mais elle veut économiser un peu d'argent pour l'université. Chaque petit détail compte. Mais ses sentiments n'ont pas disparu. Ils ne s'évanouissent pas d'un claquement de doigts. On découvrira plus tard que Stacy n'était pas la seule conquête de Brandon. Avant elle, il était sorti avec une fille nommée Holly Boisvert. Elle était dans la même école que Stacy, mais avec 1 an de moins. En 2002, elle venait d'avoir 16 ans. À cette période, Holly traverse la crise d'adolescence avec tous ses charmes, agressivité, conflits, sautes d'humeur brutales. Beaucoup considèrent que Holly et Stacy sont des opposés totales. L'une est calme, équilibrée, souriante. L'autre est colérique, prête à exploser à tout moment. Holly est décrite comme une personne à problème, qui ne manque jamais une occasion de se battre. Il y a eu des précédents. On en chuchotait dans les couloirs de l'école. Quand les 2 jeunes filles apprennent qu'un même garçon les liait, leurs réactions sont diamétralement opposées. À ce moment-là, Stacy a déjà tourné la page. Elle prend les choses avec calme, sans drame. De plus, elle et Brandon sont sortis à des moments différents, donc elle n'y voit aucun problème. Le passé est le passé. En revanche, Holly ressent une véritable jalousie, et tout le monde autour d'elle le remarque. Les regards qu'elle lance à Stacy dans le couloir, les commentaires acerbes, une tension palpable à 1 mètre de distance. La raison en est probablement qu'elle a rompu avec Brandon à l'hiver 2002 et qu'elle éprouve encore des sentiments pour lui. Des sentiments forts, douloureux. Elle espère une seconde chance. Elle croit que c'est possible. Mais l'arrivée de Stacy anéantit ses espoirs. La tension entre les 2 filles commence à monter, lentement, inexorablement. Un dimanche, Holly organise une soirée chez elle. Malgré son caractère difficile, elle reste populaire et organise constamment ce genre d'événements. Son père lui permet beaucoup de choses, trop selon les voisins. Stacy y va aussi. Elle ne sait pas que c'est une erreur. Holly la reconnaît immédiatement, à travers la pièce, par-delà la musique et le bruit. Bien qu'elle ne se soit presque jamais parlé auparavant, l'hôtesse de la soirée s'approche aussitôt, sans dire bonjour. Elle se met immédiatement à insulter son invité, à voix haute, devant tout le monde. Stacy ne veut pas faire de scène. Après tout, elle n'est pas chez elle. Mais elle se sent mal à l'aise et blessée. Ses joues brûlent. Elle voudrait disparaître sous terre. Elle quitte la soirée avant tout le monde. Elle prend simplement sa veste et sort sans dire au revoir. Après cet incident, Stacy éprouve de l'aversion pour Holly. Elle ne veut tout simplement plus rien avoir à faire avec elle. Pendant un certain temps, cela fonctionne. Elles ne sont pas dans la même classe, se croisent rarement. Il est possible de faire comme si l'autre n'existait pas. Malgré leur rupture, Holly continue de passer du temps avec Brandon et son groupe d'amis. Celui-ci comprend Whitney McGee, Amanda Richards, Abby Oswald et un garçon nommé Justin True. Ce dernier est le colocataire de Brandon. Ils partagent un logement pour économiser. Ils divisent les factures en 2. Quand Stacy a commencé à sortir avec Brandon, Holly a simplement pris sur elle pendant un certain temps. Elle se taisait, souriait à contre-cœur.
Mais après la rupture du couple, il lui devient impossible de contenir sa négativité. Elle éclate à la moindre occasion. La situation est aggravée par le fait que Stacy n'a pas quitté le groupe. Elle continue à les fréquenter, à se montrer aux soirées. Holly est convaincue qu'elle a maintenant une chance de reconquérir Brandon. Une vraie chance. Mais elle sait que Stacy pense la même chose. Pour tout le monde, il est évident que le ressentiment de Holly ne fait que grandir, jour après jour. Les autres membres du groupe pensent qu'il ne s'agit pas seulement de jalousie, mais aussi d'envie. Il est question d'une fille plus populaire, plus belle et plus agréable, celle à qui tout semble facile. Certains pensent que Holly voulait simplement ressembler à Stacy, avoir ce qu'elle avait. Malgré l'intensité des émotions, il n'y a pas de conflit ouvert au début. Stacy essaie d'arrondir les angles. Elle sourit quand la situation est gênante, ignore les piques. Elle espère s'intégrer au groupe, se faire accepter. Cependant, Holly décide de jouer un jeu malhonnête. Elle commence à provoquer des situations désagréables et à créer des tensions entre la nouvelle venue et les autres. Elle chuchote à l'oreille de l'une, fait des allusions à l'autre. La négativité s'accumule. L'atmosphère se tend. L'un de ces incidents se produit au milieu de l'été 2002. Un conflit entre Whitney et Stacy. Au départ, Whitney est réservée envers elle, neutre. Elle essaie même d'apaiser les tensions lorsqu'elles surgissent. Mais sa position change radicalement peu de temps après. La cause en est Holly. Elle raconte à son amie que Stacy l'aurait critiquée dans son dos avec Brandon, qu'elle l'aurait sali, se serait moquée, aurait dit des horreurs. C'est un mensonge pur et simple. Mais Whitney y croit. Ce n'est de loin pas le seul incident de ce genre dans le groupe, mais l'un des plus marquants. Après cela, les relations se détériorent nettement. Regard froid, sourire forcé. Ainsi, Holly et Whitney s'unissent contre Stacy, bien qu'elles n'expriment pas ouvertement leur mécontentement. Elles jouent le jeu du silence. Curieusement, Whitney, bien qu'offensée, n'essaie même pas de parler à celle qu'elle croit être son agresseur. Elle ne demande rien, ne cherche pas à clarifier. Elle croit simplement Holly sur parole et commence à traiter la jeune fille avec hostilité, l'évite dans les couloirs, ne répond pas à ses messages. Probablement à cause de la tension croissante, vers la fin de l'été 2000, Stacy cesse de fréquenter ce groupe d'amis. Elle arrête simplement de répondre aux appels, ne vient plus aux rencontres. La seule personne avec qui elle maintient le contact est Abby Oswald. Elles discutent souvent de la situation, se retrouvent au café, boivent un verre, parlent pendant des heures. Mais Abby elle-même ne s'entend pas bien avec l'instigatrice du conflit, Holly, et n'est donc pas au courant de tous ses plans et agissements. Elle a terminé le lycée avec Brandon en 2000 et passe depuis son temps avec le groupe. Abby soutient Stacy, la croit, est de son côté. Quoi qu'il en soit, le jeudi 15 août 2002, toutes les pensées de Stacy sont tournées vers sa dernière année de lycée. Les conflits se sont apaisés, comme si un ouragan était passé. Les adolescents se préparent pour la nouvelle année scolaire, achètent des cahiers, choisissent des sacs à dos. Les cours doivent commencer très bientôt, dans quelques jours. Pour se préparer, Stacy et Abby décident d'aller au centre commercial acheter de nouvelles tenues, y compris une robe pour le bal de fin d'année, celle dont on rêve toute la dernière année. En chemin, les filles discutent des rumeurs concernant Brandon. Qui a vu qui a dit quoi, où il était. L'amie apprend que Stacy veut se remettre avec son ex. Elle pense le voir le week-end pour tout arranger avant la rentrée. Parler calmement, repartir de zéro. Quand Abby dit que Brandon va organiser une soirée chez lui, Stacy est enthousiaste. Cela semble être l'occasion parfaite pour parler et résoudre tous les problèmes.
le moment idéal. Une seule chose assombrit la situation. À ce genre d'événement, Holly et Whitney, qui lui sont hostiles, sont constamment présentes. Stacy ne veut pas y aller. Elle a peur de provoquer un scandale, peur que tout finisse mal. Abby se met à rassurer son amie. Elle la persuade que la soirée sera amusante et qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Elle parle doucement, mais avec insistance. Quand cela ne suffit pas, elle sort son téléphone et contacte Brandon directement depuis la voiture. Compose le numéro, attend la sonnerie. Il confirme. Il n'a invité ni Amanda, ni Holly, ni Whitney. À leur place, d'autres invités doivent arriver vers minuit, des jeunes plus âgés, de l'université. Stacy écoute la conversation et pousse un soufir de soulagement. Elle est convaincue. Puisqu'aucune de ses filles ne sera là, elle décide de passer du temps avec le garçon et d'essayer de renouer les liens. Juste une soirée, juste une conversation. En réalité, au même moment, Holly se prépare pour cette même soirée. On ne sait pas avec certitude s'il s'agissait d'un coup monté et quel rôle Brandon a joué dans tout cela, s'il le savait à l'avance. S'il l'avait planifié, ou s'il a simplement laissé les choses suivre leur cours. Mais quand Holly entend parler de l'événement, elle décide d'y aller. Sans invitation, elle prend la décision, tout simplement. Ses amies Amanda et Whitney n'ont pas l'intention de se joindre à elle. Les filles prétextent que leurs parents sont contre le fait qu'elles aillent là où il y aura beaucoup de garçons plus âgés, des inconnus, de l'alcool, tout ce qui inquiète les parents. Holly réussit seulement à les convaincre de la déposer. Juste la déposer, c'est tout. Ensuite, elles iront immédiatement à une autre soirée avec des jeunes de leur âge. Elles conviennent de passer la prendre au retour. Un plan simple. Vers 10h du soir, Whitney s'arrête devant la maison de Brandon. Le moteur tourne au ralenti. Avant de sortir de la voiture, Holly se tourne vers Amanda sur la banquette arrière. Elle lui demande de lui rendre le couteau qu'elle avait utilisé auparavant. Elle tend la main, attend. Tous ses proches savent que la jeune fille porte sur elle un couteau de poche pliant pour sa défense. Où qu'elle aille, à l'école, au magasin, à une soirée, toujours dans sa poche ou dans son sac. Naturellement, Amanda n'y attache aucune importance. Elle lui passe le couteau sans même y penser. Pour elle, c'est une chose habituelle, une routine. Holly est accueillie par Brandon. Il sourit, l'enlace nonchalamment, lui propose aussitôt à boire. Il lui tend une bière du réfrigérateur. Après quoi, il s'assoit sur le perron pour attendre les autres. Août, une soirée douce. Quelque part, de la musique s'échappe des fenêtres ouvertes d'une maison voisine. Une demi-heure plus tard, Stacy et Abby arrivent en voiture. Le véhicule s'arrête sur le bas-côté. Les portières s'ouvrent. Dès qu'elles sortent et voient Holly et Brandon sur le perron, la réaction est immédiate. Stacy se fige, son visage change. Abby croise son regard. Néanmoins, Stacy ne veut pas reculer. Elle s'approche et demande à Abby, avec un mécontentement évident, ce que Holly fait ici. Sa voix est basse, mais tendue. Abby prend la question normalement. Elle-même avait dit que l'ancien groupe d'amis ne serait pas là. Elle l'avait promis. L'apparition de Holly est une surprise pour elle aussi. Mais Holly elle-même est profondément blessée. Elle a entendu. Elle se lève du perron, se met instantanément à se comporter de manière agressive et à insulter Stacy. Les mots sont durs, forts. Après un échange de piques, elle propose de se battre pour décider laquelle d'entre elles doit partir, ici même, tout de suite. Stacy n'est pas du genre à aimer ce genre de règlement de compte. Elle ne s'est jamais battue à l'école, n'a jamais cherché les conflits. Mais elle n'a pas l'habitude de céder sous la pression. Elle tente de calmer la situation, dit quelque chose d'apaisant, se contentant de parer les attaques de Holly. Mais l'atmosphère ne fait que se tendre. Holly fait un pas en avant. Stacy ne recule pas.
L'altercation verbale se transforme rapidement en bousculade. D'abord légère, puis plus forte, puis en tirage de cheveux, brutal, douloureux. Abby tente de les séparer. Elle s'interpose entre elles, attrape Stacy par l'épaule. Mais il devient clair que la situation est hors de contrôle. Quand les filles tombent au sol et commencent à se frapper dans l'allée, Justin sort de la maison. Il a entendu les cris, le bruit. Il était à la soirée, mais attendait les autres à l'intérieur. Il regardait la télévision, buvait une bière. Le jeune homme tente lui aussi de séparer les combattantes. Il en saisit une, puis l'autre, mais n'y parvient pas. Elles se tiennent l'une l'autre dans une étreinte mortelle. Le seul à prendre l'incident avec calme est Brandon lui-même. Il est assis sur le perron, regarde, ne bouge pas. Apparemment, cela lui plaît même que des filles soient prêtes à se battre pour lui. Ça flatte son ego. Quand Justin s'approche de lui et lui demande d'intervenir, le garçon se contente de balayer sa demande d'un geste et de dire qu'elles n'ont qu'à se débrouiller. Sa voix est indifférente. Cependant, après un certain temps, lui aussi en a assez. Le spectacle devient lassant. Stacy et Holly ne se calment pas. Elles roulent sur l'asphalte, se tirent les cheveux, se griffent. Brandon se lève, s'approche. Il saisit Stacy par la jambe et l'éloigne de Holly, la tire simplement comme un sac. Abby se précipite vers son ami, lui dit qu'il est temps de partir. Sa voix tremble. Elle se dirige vers la voiture, quelques pas dans l'allée. Cependant, Stacy n'a le temps de faire que quelques pas avant de s'effondrer au sol. Elle tombe, tout simplement, sans un bruit. Abby le remarque du coin de l'œil, se retourne, comprend que la jeune fille ne réagit plus à rien. Elle ne répond pas, respire difficilement, avec un râle, une respiration étrange. En courant vers elle, son ami voit que tous ses vêtements sont imprégnés de sang. Des taches sombres s'étendent sur son t-shirt. Vite, trop vite. Elle appelle Brandon à l'aide, crie son nom. Il accourt, se penche, soulève son haut avec des mains tremblantes. En dessous, il voit une blessure au ventre et une autre en haut de la poitrine. 2 blessures, d'où le sang coule abondamment, sombre, épais. Il retourne la victime sur le côté. Elle vomit, elle râle, émet des sons étranges. Vers 11 heures du soir, Brandon, effrayé, sort son téléphone. Ses mains tremblent. Il compose le 911 et signale qu'une bagarre a eu lieu près de chez lui et qu'une jeune fille a besoin d'aide, d'urgence. Sa voix se brise. Il reçoit des instructions de l'opérateur pour les premiers secours. L'opérateur parle calmement, lentement, clairement. Mais cela ne change pas grand-chose. Brandon essaye d'arrêter l'hémorragie avec ses mains, presse un tissu contre les plaies, mais le sang continue de couler. S'infiltre entre ses doigts. Quand les ambulanciers et les policiers arrivent sur les lieux, ils trouvent Stacy toujours allongée dans l'allée. La lycéenne se vide de son sang. Elle ne réagit plus à rien. Son visage est pâle, ses lèvres bleues. Les médecins constatent un pouls faible, filant, une respiration intermittente. Elle est en vie, mais a besoin d'une aide d'urgence. Ils la placent dans l'ambulance avec précaution, rapidement, la transportent à l'hôpital, sirène hurlante. Brandon appelle lui-même la mère de la victime, Rita. Il compose le numéro que Stacy lui avait donné un jour. L'informe que sa fille est blessée, mais sans détail. Il ne peut pas parler. La mère de la lycéenne blessée se précipite à l'hôpital, attrape ses clés, sort en courant de la maison, roule vite, enfreignant toutes les règles. Elle entre aux urgences dans un état de grande agitation, mais elle ne se doute pas de ce qui l'attend. La femme essaie de savoir où se trouve Stacy. S'adresse aux infirmières, aux médecins, pour s'assurer que tout va bien pour elle. Mais on annonce à Rita la tragique nouvelle. Sa fille n'a pas survécu au trajet en ambulance.
Elle est morte en chemin, dans la voiture, seule. Pour cette mère célibataire qui a perdu son unique enfant, c'est un véritable choc. Elle crie, tombe à genoux en plein milieu du couloir. L'un des policiers vient lui parler, s'approche, s'accroupit à côté d'elle. Il veut obtenir des détails importants. Mais la femme sait seulement que sa fille avait prévu d'aller à la soirée d'un ami, rien de plus. Elle ne sait rien de Holly, du conflit, du couteau. L'autopsie confirme que Stacy, 17 ans, a reçu 2 coups de couteau, un dans la région de l'abdomen, l'autre en haut de la poitrine. D'après leur forme et leur profondeur, il s'agissait d'un petit couteau pliant à un seul tranchant, une lame d'environ 8 cm de long. Malheureusement, cela a suffi pour endommager des organes vitaux. Une blessure a touché le foie, l'autre le poumon, provoquant une hémorragie mortelle. De plus, le médecin légiste découvre de nombreuses traces de lutte, des cheveux arrachés, retrouvés serrés dans ses poings, des bleus et des égratignures sur tout le corps, sur les bras, les jambes, le visage. La mort est classée comme un homicide. Une enquête est ouverte. Avant même que l'hôpital m'annonce le décès, les policiers commencent à interroger les témoins, y compris Holly et Brandon. Ils les séparent, les placent dans des pièces différentes. Tous les membres du groupe déclarent qu'il y a eu une bagarre, une simple bagarre d'adolescents. Mais ils nient savoir comment Stacy a pu recevoir des coups de couteau. Ils parlent à tour de rôle, avec presque les mêmes mots. Toutes les personnes présentes confirment que les filles se sont battues, se sont tirées les cheveux, se sont poussées, se sont griffées, mais personne n'a vu d'arme blanche sur l'une ou l'autre. Personne n'a rien vu. Naturellement, Holly attire en premier lieu l'attention des forces de l'ordre. Elle a un mobile, la jalousie, l'envie et l'opportunité de porter les coups en raison du contact direct. Elle était là, tenait Stacy, la touchait. Cependant, la jeune fille nie avoir utilisé un couteau, assise dans la salle d'interrogatoire, les bras croisés. Elle affirme n'avoir aucune idée de la manière dont sa rivale a été blessée. Elle ne sait pas, n'a pas vu. Elle suggère que Stacy aurait pu s'empaler sur du verre ou quelque chose de tranchant lorsqu'elles ont renversé une poubelle pendant la bagarre. Les policiers l'ont en effet remarqué en arrivant sur les lieux. Elle gisait sur le côté, son contenu éparpillé. Le terrain de la maison de Brandon est minutieusement inspecté, surtout après l'annonce du décès de la jeune fille par le centre médical. Chaque mètre de l'allée est passé au peigne fin. Ils éclairent avec des lampes de poche, sous les voitures, dans les buissons. Mais le couteau que Holly portait habituellement pour sa défense n'est jamais retrouvé sur les lieux du crime. Il n'est pas non plus en possession de l'une des personnes présentes. Il fouille les poches, les sacs, les voitures. Rien. La suspecte elle-même nie avoir porté une arme blanche. Elle regarde les policiers dans les yeux, sans ciller. À ce moment-là, les détectives manquent de preuves. Il y a des indices indirects, mais pas de preuves directes. Il faut vérifier minutieusement tous les détails et mener une expertise médico-légale. Dès le lendemain, des rumeurs commencent à circuler autour de la bagarre, se propageant rapidement comme un incendie. Les lycéens en discutent dans les couloirs, sur les réseaux sociaux, au téléphone. Des psychologues sont sollicités pour travailler avec les adolescents de l'école. Des spécialistes viennent, organisent des entretiens pour apaiser le groupe de jeunes et les autres élèves. Beaucoup pleurent, certains sont sous le choc. Les funérailles de Stacy ont lieu le mardi 20 août 2002, le lendemain du jour où elle aurait dû commencer sa dernière année scolaire. Au lieu du premier jour d'école, un enterrement. Elle est inhumée dans la robe même qu'elle avait achetée avec Abby le jour de la bagarre mortelle. Une robe bleu clair qu'elle avait essayée au magasin avec un sourire heureux. Initialement, elle prévoyait de la porter au bal de fin d'année.
danser dedans, prendre des photos, rire. Les rumeurs se propagent par vagues à travers l'école. Et dès le début, tous ceux qui connaissaient bien les relations au sein du groupe d'adolescents considèrent Holly comme la meurtrière. Elle est la seule à avoir un mobile, évident, compréhensible. De plus, la bagarre entre les filles a eu lieu à ce moment précis. Elles étaient ensemble, se touchaient, se battaient. Cependant, les avis divergent ensuite. Certains pensent qu'elle se défendait, qu'elle a agi dans la panique, la peur. D'autres, qu'elle défendait ses amis de l'agression de Stacy. D'autres encore pensent que Holly a tué sa rivale à cause de Brandon, de sang-froid, avec un plan. Les détectives examinent toutes les pistes possibles, élaborent des schémas, comparent les témoignages. Lorsque les résultats de l'expertise médico-légale arrivent, des traces d'ADN de 3 personnes sont découvertes sur les vêtements de la défunte. Brandon, Abby et Holly. Cheveux, salive, cellules de peau. Tous les 3 sont interrogés en tant que principaux suspects, encore et encore. Mais les jeunes nient leur culpabilité, s'en tiennent à leur version et n'ont absolument aucune idée d'où viennent les coups de couteau. N'ont pas vu, ne savent pas. Ensuite, ils vérifient les données des téléphones portables des adolescents, lisent tous les messages des derniers mois. Après quoi, même Whitney devient suspecte. Une correspondance entre les filles concernant son petit ami est découverte. Il s'agit de ce même incident où Holly a calomnié Stacy. Les messages sont méchants, pleins de haine. Mais lorsqu'il est confirmé que la victime n'a jamais répandu de rumeurs sur qui que ce soit, les soupçons contre Holly se renforcent. Tout pointe vers elle. De nombreux témoins confirment que les lycéennes avaient des conflits, constants, de longue date. Une des amies se souvient même avoir entendu des menaces de la part de la suspecte, des mots précis. Amanda parle du couteau qu'elle a passé à son amie juste une demi-heure avant le meurtre, directement dans la voiture, avant la soirée. Une autre témoin déclare avoir entendu Holly menacer de tuer Stacy avant la soirée, des menaces concrètes. Elle a vu Holly se changer délibérément pour mettre un pantalon de sport confortable, enlever sa jupe, enfiler un pantalon et des baskets, attacher ses cheveux en chignon avant la soirée, comme si elle se préparait à une attaque, à une bagarre, à un combat. Et après l'appel à la police, elle a vu Holly cacher le couteau dans l'une des voitures des adolescents, le glisser quelque part sous un siège. Malgré tout, Holly continue de nier les accusations. Assise en face des détectives, elle les regarde calmement. Lorsque les agents l'interrogent une nouvelle fois au poste de police, elle admet qu'il y a eu une brève altercation, une prise de bec verbale, provoquée par Stacy avec sa question, son ton. Cependant, Holly ne reconnaît pas avoir voulu le moindre mal à la jeune fille. Elle a perçu cela comme une situation conflictuelle ordinaire, qui ne s'est pas envenimée grâce au fait que les filles se croisaient rarement. Et à ce moment-là, à la soirée, elles se sont simplement emportées. Les émotions ont pris le dessus. Elles se sont battues, comme des adolescents se battent. Mais elles n'avaient pas l'intention de tuer Stacy. Cela ne faisait pas partie de ses plans. Bien que les preuves indirectes soient nombreuses, témoins, mobiles, opportunités, Holly n'est pas inculpée. Le procureur hésite. On prévoit d'abord de retrouver le couteau, la principale pièce à conviction. Sans elle, le dossier est faible. Puis, l'attention se porte sur Abby. C'est elle qui a le plus insisté pour que son amie aille à la soirée de Brandon. Elle a appelé, persuadé, insisté. Elle décrit en détail les circonstances de l'incident, calmement, de manière cohérente. Mais même après cela, une hypothèse subsiste. La jeune fille aurait pu l'attirer vers la mort. Peut-être de mèche avec Holly. Peut-être avait-elle tout planifié à l'avance. Abby avoue avoir effectivement tout fait pour convaincre la victime de venir.
Mais c'était lié à sa certitude que Holly et les autres n'y seraient pas. Elle le pensait vraiment. Brandon l'avait promis. Abby prévoyait simplement de passer une bonne soirée ce soir-là, aider son ami à se réconcilier avec son petit ami. De plus, des témoins rapportent qu'elle a tenté de toutes ses forces de séparer la bagarre. Elle criait, attrapait leurs bras. Elle a même reçu accidentellement quelques coups au visage. Elle avait des bleus, des égratignures. Ils affirment qu'Abbey et Stacy ont toujours eu de bonnes relations, une véritable amitié, sans faux-semblant. Abbey n'avait aucun mobile pour tuer son ami, absolument aucun. Après toutes les vérifications, elle semblait être une criminelle peu probable. Mais elle n'est pas écartée uniquement à cause des résultats de l'expertise médico-légale. Son ADN se trouve sur le corps de la victime. De l'extérieur, on pourrait penser que tout est évident, même sans l'arme du crime. Holly, armée d'un couteau, a poignardé sa rivale. Simple, clair. Tous ceux qui sont touchés par l'affaire ne comprennent pas pourquoi la police n'agit pas. Pourquoi ne l'arrête-t-elle pas sur le champ? Pourquoi continue-t-elle d'écouter les différentes versions du groupe? Pourquoi traîne-t-elle les pieds? Malgré la conviction de l'entourage de Stacy et des autres que la meurtrière est Holly, il n'y a aucune preuve irréfutable confirmant la culpabilité de la jeune fille. Pas de couteau, pas d'affaire. L'enquête est au point mort pendant près de 2 décennies. Les dossiers prennent la poussière dans les archives. La famille de la victime attend la justice depuis longtemps. Rita se rend constamment au poste de police. Elle y va 1 fois par mois, puis 1 fois par trimestre. S'enquiert de l'avancement de l'enquête. Quoi de neuf? Y a-t-il des pistes? Mais personne n'est inculpé. Les détectives haussent les épaules. Une avancée significative ne se produit qu'en mars 2019, lorsque sa cousine Jamie contacte les forces de l'ordre. Elle se présente en personne, demande à voir le chef de la police. Elle exige des réponses que la famille attend depuis si longtemps. 17 ans d'attente. L'initiative de la femme permet de relancer l'enquête avec une nouvelle vigueur. On ressort les vieilles boîtes contenant les dossiers. En réexaminant les pièces du dossier, les détectives réalisent que les principaux protagonistes, pris dans un triangle amoureux, sont Brandon et Holly. Tout tourne autour d'eux. Les autres sont simplement écartés comme des options peu probables. Ils décident alors de reparler à ce couple, des années plus tard, pour comparer leurs témoignages avec ceux recueillis 20 ans auparavant. Les gens changent, la mémoire se déforme. Si une divergence apparaît, cela pourrait indiquer le coupable. Le détective principal s'adresse d'abord à Brandon, qui, à ce moment-là, est déjà un homme de 40 ans, posé, avec une calvitie naissante. Il a fondé une famille et eu des enfants avec une femme sans lien avec cet ancien groupe d'amis. Une nouvelle vie, une autre ville. Même 17 ans plus tard, il parle de tout cela avec beaucoup d'émotion. Sa voix tremble. Ses yeux s'embuent. Il avoue se sentir encore en partie coupable de la mort de Stacy. Un poids sur les épaules qui ne part pas. Car il a été la principale cause des désaccords et de la bagarre entre les filles. Tout a commencé à cause de lui. Et pourtant, il n'a rien fait pour les séparer. Il est juste resté assis à regarder. Il pense qu'il aurait pu empêcher le crime, aurait pu l'arrêter. Mais il nie toute implication dans le meurtre, n'a pas tué, n'a pas tenu le couteau. Brandon confirme de nouveau que c'est bien lui qui a organisé la soirée, son idée, sa maison. Cependant, il admet maintenant avoir délibérément invité à la fois Stacy et Holly. Il savait qu'il plaisait aux deux, savait qu'elles étaient en conflit, qu'elles ne se supportaient pas. Il était simplement curieux de voir ce qui se passerait. Une sorte d'expérience,
Il voulait flatter son ego, se sentir important. Aujourd'hui, en 2019, l'homme déclare qu'il considère cette décision comme la pire de sa vie. Une erreur irréparable. Brandon souligne à nouveau qu'il n'a pas vu de couteau sur Holly, ne l'a pas remarqué dans ses mains, n'imaginait pas que l'affaire pouvait aller aussi loin, pensait qu'elle s'égratignerait et se séparerait. Mais il savait qu'elle portait sur elle un petit couteau pliant pour sa défense. Elle le disait à tout le monde, ne s'en cachait pas. D'après ses dires, il n'y avait aucun signe avant-coureur d'un meurtre. Il n'a entendu aucune menace concrète. Du moins, il n'en avait pas connaissance, n'y prêtait pas attention. Brandon révèle au détective quelque chose de nouveau, ce qu'il a gardé pour lui pendant 17 ans. Le matin, quand il a appris que Stacy était décédée à l'hôpital, il a appelé Holly, a composé son numéro les mains tremblantes, lui a demandé ce qui s'était passé exactement. Un bref dialogue a eu lieu entre eux, quelques phrases, dans lequel Holly a avoué ne pas être sûr que Stacy se soit accidentellement empalée sur un objet pointu. Tombée de la poubelle, sa voix était étrange. Elle a dit qu'elle avait son couteau sur elle, comme toujours, mais qu'elle ne le trouvait plus après la bagarre, disparu quelque part. Holly n'a pas directement avoué avoir tué la jeune fille. Elle ne l'a pas dit explicitement, mais elle a déclaré que pendant la bagarre, il aurait pu tomber de sa poche, s'ouvrir sous le choc, et Stacy serait tombée dessus par accident. Simplement pas de chance. De plus, dans ce dialogue, Holly a affirmé autre chose, qu'après la bagarre, pendant que tout le monde essayait de comprendre ce qui arrivait à Stacy, elle est entrée dans la maison, doucement, sans se faire remarquer, s'est lavé les mains dans la salle de bain, puis a soigneusement rincé le lavabo pour enlever le sang, a effacé les traces. La jeune femme a insisté sur le fait qu'elle n'avait pas tué Stacy, ce n'était pas elle, et que tout cela n'était qu'un malheureux concours de circonstances, un accident. En vérifiant les pièces du dossier, les détectives se sont assurés que la poubelle que les filles avaient renversée pendant la bagarre ne contenait aucun objet capable d'infliger des blessures par perforation à Stacy. Pas d'éclats de verre, pas de morceaux de métal tranchant, encore moins mortels. La poubelle avait été examinée à l'époque, en 2002. Tout avait été photographié, documenté. Forts de toutes ces informations, les détectives décident de parler une nouvelle fois à la principale suspecte. À ce moment-là, elle a 33 ans. Mais ils ne la trouvent pas en ville. L'ancienne adresse est occupée par d'autres personnes. Selon des connaissances, quelque temps après la tragédie, Holly a déménagé de Fort Wayne. C'est arrivé juste après la fin du lycée, en 2003. Elle est partie, sans dire au revoir. La femme est finalement retrouvée dans la ville de Fond-du-Lac, dans le Wisconsin, à plusieurs centaines de kilomètres du lieu du crime. La rencontre avec Holly a lieu au poste de police local. Pendant l'entretien avec les détectives, elle commence immédiatement à modifier ses anciennes déclarations. Nerveuse, elle parle vite. Cette fois, elle admet qu'elle portait un couteau pour sa défense. Elle en portait toujours un, c'est vrai, mais elle affirme que pendant la bagarre, elle ne l'avait pas sur elle. Selon la suspecte, il se trouvait dans son sac à main, qui était resté dans la voiture de Whitney. Lorsque la bagarre a éclaté, elle n'avait pas son sac sur elle. Holly continue de nier sa culpabilité, regarde le détective dans les yeux et déclare que, malgré leurs différends, elle continuait de considérer Stacy comme une amie. Elles étaient d'amis, elles s'étaient juste un peu disputées. Après avoir terminé l'entretien, le détective fait une pause, regarde la femme attentivement, lui demande si elle a toujours ce fameux couteau, celui qu'elle portait en 2002. De manière inattendue, la femme déclare que c'est possible. À la maison, dans un tiroir de bureau. Elle remet le couteau de poche à l'enquêteur quelques jours plus tard. Petit, usé, marqué par le temps.
Maintenant, les policiers sont pleins d'espoir. C'est peut-être lui. Si l'expertise médico-légale permet de découvrir des traces d'ADN de la victime sur l'arme, cela pourrait être une étape décisive dans l'enquête. L'accord final. Malheureusement, l'analyse montre qu'il n'y a même pas de traces résiduelles d'ADN à la surface de l'outil. Rien, propre. Trop de temps a passé, il a été lavé trop souvent. Cependant, le médecin légiste confirme que la forme de la lame est identique à celle que devait avoir l'arme du crime. Le couteau avait une lame de la même longueur, 8 cm, et un seul tranchant. Une correspondance parfaite. Malgré l'absence de preuves irréfutables, les détectives obtiennent un mandat d'arrêt contre Holly le 24 mars 2020. Le procureur se décide. Lorsque les policiers arrivent pour l'arrêter tôt le matin, frappent à la porte, ils lui demandent d'abord si elle sait pourquoi ils sont là. La femme se fige sur le seuil. Elle répond avec anxiété. Sa voix tremble, ses mains se serrent en poing. Elle dit que c'est peut-être parce qu'elle a tué son ami 17 ans plus tôt. Si seulement elle était partie ce jour-là et n'avait pas commencé la bagarre, elle serait encore en vie. C'est sa faute. En fait, c'est devenu l'aveu de Holly, spontané, inattendu. Elle est arrêtée sur le seuil de sa porte. On lui passe les menottes, on lui lit ses droits. Elle est accusée de meurtre. Il est curieux de noter que, de tout le groupe de jeunes, Holly était la seule à qualifier Stacy et elle-même d'amies, tout le temps, toutes ces années. Les autres affirmaient qu'elles n'avaient jamais eu ne serait-ce que des relations amicales. Elles avaient toujours été des rivales, en compétition l'une avec l'autre pour l'attention de Brandon. D'après les circonstances, elle essayait simplement de minimiser ainsi le degré de sa culpabilité, d'adoucir les termes. Pas un meurtre par jalousie, mais une dispute entre amis qui a mal tourné. Holly est extradée à Fort Wayne pour les audiences. Un long retour. Cependant, elle n'aura pas à subir de procès. Pas de longues délibérations, de témoins, de plaidoiries. Le 17 décembre 2021, Holly plaide coupable de meurtre au premier degré. Un accord avec l'accusation. Elle confirme avoir porté 2 coups de couteau à Stacy, dans un accès de colère, à un moment où elle avait perdu le contrôle. Par jalousie envers Brandon, parce qu'elle ne pouvait pas accepter de l'avoir perdu. L'accusée présente ses excuses à la famille de la victime. Elle se tourne vers Rita, qui est assise dans la salle d'audience, dit qu'elle regrette ce qu'elle a fait, qu'elle aimerait pouvoir revenir en arrière. Rita ne répond pas. Elle la regarde, simplement. Après cela, la femme se retrouve derrière les barreaux. Elle est condamnée à 25 ans de prison. Mais on lui laisse le droit à la libération conditionnelle. Une possibilité théorique. La date la plus proche à laquelle elle pourra pour la première fois demander une demande auprès de la Commission des libérations conditionnelles est mars 2030. Elle aura purgé 28 ans depuis le crime. Elle sortira à 56 ans si elle est libérée. Rita se rend désormais régulièrement sur la tombe de sa fille, apporte des fleurs, s'assoit sur le banc à côté, lui parle, lui raconte les nouvelles. La justice a été rendue, mais cela ne ramènera pas Stacy. Elle n'a jamais eu le temps d'entrer à l'université, d'étudier l'informatique, n'a pas porté cette fameuse robe au bal de fin d'année, n'a pas dansé sa dernière danse. Tout cela a été emporté par une soirée d'août 2002. Une bagarre, un couteau.